Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Immobilier 4.0, l'immobilier d'entreprise à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable, la révolution numérique dans l'immobilier et le rôle des agences traditionnelles face à cette transformation. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Venturini, cofondateur de Liberkeys, une néo-agence immobilière qui allie technologie et accompagnement humain, et également créateur du CRM Dome Immobilier, conçu pour préparer les agences à l'immobilier de demain. Thomas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à cofonder Liberkeys, puis ensuite créer Dome Immobilier? Eh bien, écoute, ravi d'être là, Bérem, merci pour l'invitation. Donc, je suis en effet dans l'immobilier depuis 7 ans. Avant ça, j'ai été diplômé en finance, j'ai fait un rapide passage en M&A, banque d'affaires. J'ai ensuite rejoint Amazon où je suis resté 4 ans. J'avais des sujets de BI et de développement commercial sur la partie marketplace à l'Europe. À côté d'Amazon, j'ai monté une première boîte de trading de biens. Donc, globalement, j'achetais des produits dans l'Est de l'Europe pour les revendre à l'Ouest. Et puis, en fait, la boîte s'est développée. On a lancé les US, le Japon. C'était assez intéressant parce que il y avait une croissance très, très rapide vu que c'est du trading. Il faut juste augmenter ton niveau de fonds pour augmenter ton niveau de business, surtout quand tu vends sur Marketplace. Et puis, en 2017, en avril 2017, je conclus l'achat d'un bien immobilier en investissement locatif à Marseille. Et je me rappellerai toujours de mon agent, mais je ne le citerai pas, qui m'a vraiment fait un travail de cochon et qui m'a donné une expérience vraiment mauvaise. Et à ce moment-là, je cherchais peut-être un autre projet. Voilà, je me posais plein de questions. Et je regarde les stats du marché et je m'aperçois que l'immobilier est l'un des plus gros marchés des économies occidentales. Que c'est un marché cyclique, mais qui reste quand même énorme. Le foyer est la première préoccupation des Français. C'est d'ailleurs le point de départ de tout, hein, la sécurité, le patrimoine, le statut social, enfin toutes ces choses-là. Et puis en fait, il se trouve qu'il y a un vrai problème, puisque l'agent immobilier est l'une des professions les plus mal aimées en France jusqu'en 2017, malgré le passage de Stéphane Plaza, qui venait quand même redorer un peu, tu vois, l'image. Et puis, pas de technologie ou peu, ou mal appliquée par rapport à d'autres secteurs notamment. Une assez mauvaise expérience client, et puis, en tout cas pas standardisée, et puis un décalage entre valeur perçue et valeur réelle. Et donc, en fait, la possibilité de lancer une activité qui, si elle est moyenne, en fait, tu feras quand même quelque chose de bien parce que c'est un très gros marché. Ça t'a pris combien de temps cette première boîte, ton expérience à Amazon, c'est quoi un petit peu les échelles de temps? Alors j'ai 36 ans, donc ça fait, on va dire, ouais, une bonne quinzaine d'années que je bosse. En fait, ça prend du temps et je pense que l'entrepreneuriat, ce qu'il faut considérer, c'est que il y a différentes phases dans la vie d'une entreprise quand tu la crées. Et au tout début, en fait, tu as un niveau de risque qui est très élevé de réussir et surtout d'échouer. Et puis, tu as une phase aussi pendant laquelle, où en gros, tu ne te payes pas beaucoup, ça prend du temps de trouver ton modèle, donner confiance aux gens dans ton projet. Bah, il faut commencer à créer tu vois, des succès et des métriques, et pour commencer à parler de choses tangibles à des investisseurs, mais même tes amis, ta famille, etc. Donc, en fait, la première ou deuxième année, ça prend un peu de temps de consolider ton projet. Et puis ensuite, tu es plus dans une phase de développement entre la deuxième, quatrième et ainsi de suite. Et donc, voilà, faut pas trop se presser. Je pense qu'il faut faire les choses correctement. Donc, ça fait à peu près 6-7 ans Liberkeys et à peu près 4 ans Dome. Et avant ça, je suis resté 4 ans chez Amazon. L'activité de trading m'a pris 2-3 ans aussi de ma vie. Enfin, Et donc tu t'es lancé grosso modo dans l'IMO suite à cette expérience, hein, si ouais, j'ai bien suivi, c'est ça? exactement. Et du coup, derrière, bah, pourquoi cette passion immobilière alors que avant c'était pas du tout ça? Qu'est-ce qui t'a un peu passionné, qui t'a donné envie de plonger à fond dedans et de te lancer, bah, comme tu dis, hein, l'aventure entrepreneuriale au début c'est beaucoup de sacrifices. Donc je présume que tu as sacrifié quand même pas mal de choses pour te lancer là-dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé? Je pense qu'on sous-estime les sacrifices au début, tu vois, en termes de temps ou d'énergie à mettre dans le business ou le temps que tu vas pas donner aux autres aussi autour de toi. Ça a été, tu vois, ça a été presque parfois une erreur tellement tu donnais pas de temps aux gens autour de toi. Donc après,
voilà, tu fais tes conclusions et puis tu mûris. Et c'est quand tu as mûri que tu te rends compte de ça. Donc ça, c'est à peu près pour répondre à ta question. Et puis ensuite, non, pourquoi ce projet et pourquoi l'immobilier? Ben, à ce moment-là, du coup, j'ai vraiment une mauvaise expérience client. Je suis très en colère et c'était un peu par énervement. En mode, franchement, on peut faire mieux, quoi. Hmm. C'est un très gros marché. Il y a une vente tous les 7 à 12 ans en France. Donc, globalement, le Français qui fait une transaction juste pour ses résidences principales et qui n'est pas un investisseur actif, il va être très peu confronté à la transaction. Et quand il va être confronté à nouveau, les choses auront changé. Ou alors, il aura oublié. Donc, globalement, sur un sujet qui est hautement émotionnel, hautement financier, 70% du patrimoine des Français, enfin, tu vois, et en fait, il est à chaque fois complètement stressé et perdu. Il faut qu'il soit bien accompagné, quoi. Tu vois, il ne faut pas qu'il y ait un doute sur le fait que tel ou tel agent va bien l'accompagner. Il faut qu'il y ait une standardisation de l'expérience et du service de manière à ce que peu importe où il va acheter son service, il ait un niveau en face qui soit au minimum satisfaisant. Tu vois? Et donc, du coup, c'était un peu cet énervement que j'avais eu et je me demandais, OK, si c'est pas satisfaisant, mais comment on peut tomber si bas? Et en fait, quand tu regardes le marché, il y a des très bons agents, il y a des agents un peu plus moyens, et il y a des très mauvais agents. Et la plupart des agents en France font du bon boulot, tu vois. Mais malheureusement, à cause d'une petite minorité d'agents, eh bien, du coup, on se retrouve avec une expérience qui est malheureusement, qui entache un peu l'expérience client et dont les gens parlent et ça crée un stress chez le client et le particulier. Ok, ok. Donc, Bah, donc le projet, tu vois, il est en effet d'apporter une réponse à ça et de ne pas venir sur le marché pour dire les agents font pas du bon boulot, mais plutôt de dire, écoutez, on peut faire les choses mieux. on peut faire les choses mieux. Il y a, nous, on va être force de proposition parce qu'on va faire certaines choses. On va vous challenger du coup aussi. Et puis peut-être que vous allez avoir votre service. Et l'objectif global, ça reste quand même d'aller chercher toutes ces ventes des intermédiaires qui passent en PAP, où à peu près 30% du marché qui passe sans intermédiaire, Mhm. à cause justement d'un particulier qui se dit pourquoi je paierais une commission de 10 000 euros parce que ça ne vaut pas le service. Et ça me rappelait aussi que je trouvais que le secteur immobilier, moi, la première fois que j'y ai été confronté, c'est que c'était pas du tout digitalisé. On était en plein air du numérique, de la digitalisation dans la finance de marché tradit et dans le monde classique. Par contre, le secteur IMO, j'avais l'impression qu'on était très archaïque. Et justement, je trouvais que Dome, cet outil que tu lances, bah, ça illustre bien cette transition un petit peu vers le numérique. Du coup, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais qu'on reprenne un peu plus de recul sur cette révolution numérique du secteur immobilier. Et donc, pour commencer, on entend beaucoup parler du coup aujourd'hui de digitalisation de l'immobilier. Mais concrètement, selon toi, qu'est-ce que cette transformation apporte aux agences traditionnelles versus le passé? Et quels sont les changements majeurs que tu as pu observer sur ces dernières années? Déjà, il faut savoir que c'est une conviction personnelle, mais je pense qu'elle est partagée par pas mal de mes confrères. La qualité du service repose en très grande partie sur la qualité de l'agent. Pas forcément de la marque, pas forcément du manager de l'agent, pas forcément des opérations ou de la technologie, vraiment du chef d'orchestre sur le terrain de l'agent. Et d'ailleurs, tu regardes les avis clients de Liberkeys, qui est le réseau qu'on a monté, tu regardes les avis clients, c'est souvent dans la vie où tu vas retrouver le nom de l'agent. Liberkeys, c'est cool, mais alors merci monsieur. Non. Parce qu'en fait, c'est lui qui a été en intuitu personae dans la relation, qui a été réactif, qui a pris le téléphone à 21h, qui a répondu le dimanche, qui a été force de proposition sur comment on allait vendre le bien, qui a dit vous allez me payer 10 000 euros, mais votre bien je ne vais pas le vendre 200, je vais le vendre 220. Donc en fait vous allez gagner 10 000 tout en me payant 10 000 et vous n'allez rien faire. Et ça se réalise derrière parce qu'il y a une bonne stratégie commerciale. Voilà, c'est ça un bon agent et du coup le particulier, le vendeur, il le reconnaît. Donc déjà je pense qu'il faut se dire le point de départ pour faire du bon boulot en immobilier, c'est de recruter les bons, de bien les former et de bien les accompagner. Après, en effet, la technologie, elle va permettre d'apporter pas mal de positifs dans son métier. Parce qu'elle va d'un côté réduire sa charge mentale, elle va l'aider à se structurer, elle va l'aider à être plus efficace et puis surtout à se rappeler de faire des choses. Et donc du coup, sa charge mentale va diminuer, il va être plus performant et plus heureux. Et puis aussi, ça va apporter un peu plus de performance parce que la technologie, elle va supprimer des tâches qu'il faisait avant.
il va plus les faire, donc il gagne du temps, ou elle va les optimiser, du coup il va aller plus vite, ou il y aura encore plus d'impact sur la vente. Et donc la technologie va augmenter en quelque sorte l'agent, fameux agent augmenté. Mais tu ne peux pas augmenter quelqu'un qui est mauvais. Le nul en IMO, il restera nul en IMO, tu mets la meilleure. C'est comme un très mauvais pilote, tu mets une Ferrari, il va se tuer, quoi. Voilà, globalement. Par contre, si tu mets un bon pilote ou un pilote moyen dans une très bonne voiture, ça va augmenter forcément ses performances. Est-ce que toutes les agences y gagnent? Du coup, de ce que je comprends, chez toi, ça vient plutôt du profil humain de l'agent immobilier. Mais est-ce qu'il y a des profils d'agence pour qui c'est plus difficile? Peut-être, je ne sais pas, parce que c'est vrai, hein, quand tu dis un bon agent immobilier, c'est celui qui va faire un peu plus d'efforts. Comme tu dis, hein, ok, ton bien il vaut 200, bah moi je vais te prendre 10, mais je vais aller le vendre 220. Alors que sans moi, tu le vendrais 200, voire 190. Ça, on est d'accord. Mais il y a certainement des agences qui sont encore habituées à se dire, ok, le marché immo il monte, tout le monde veut de toute façon vendre son bien, tout le monde veut en acheter. Ah, je ne vais pas faire plus que ça. Moi, je me mets juste ici au milieu et puis je fais des transactions, quoi. Ouais, je pense que c'est vrai dans tous les secteurs. Tu vois, l'agent immobilier, c'est très frustrant parce que c'est tout ton patrimoine. Donc quand c'est mal fait et que ça t'a fait perdre 6 mois, t'as vraiment les boules. Parce que c'est tes enfants qui changent d'école, parce que c'est. Donc t'as vraiment. Tu vois, ça crée une certaine friction. Le médecin, de toute façon, tu comprends rien à ce qu'il dit. Donc globalement, il peut te dire quelque chose de faux ou de vrai. T'as pas vraiment d'avis. Et c'est peut-être que quand tu changes de médecin un jour où tu te dis, mince, il m'a raconté des cracks. Et tu vois, mais et puis en plus, tu as un rapport au médecin, c'est un sachant, tu ne l'es pas, donc il y a une sorte d'asymétrie, et du coup, tu es beaucoup moins critique vis-à-vis de ton médecin. C'est pas vrai de l'agent immobilier, c'est pas vrai de beaucoup d'autres, de quelques-unes autres professions. Donc l'agent immobilier, il a aussi bon dos parfois, donc il faut arriver à faire la différence entre les bons et les mauvais, c'est un peu compliqué. Et tu as des boîtes comme ça qui ont permis d'améliorer la transparence vis-à-vis du travail de l'agent. Tu as un meilleur agent qui s'est lancé, mais tu as aussi des systèmes d'avis client type HomeAdvisor, Opinion System qui ont fait du très bon boulot là-dessus, ou sur des normes françaises d'ailleurs, où ils vont quasiment jusqu'à rappeler les clients qui ont déposé un avis pour s'assurer que l'avis est bon. Tu vois, et donc ça, c'est important. Donc, et après, le particulier doit aussi faire son travail pour choisir le bon prestataire. Donc de bien regarder les avis clients et de bien regarder et de bien challenger aussi l'agent immobilier qui fait venir chez lui pour s'assurer qu'il va vendre correctement son bien. Du coup, avec ton flair un petit peu, si tu devais donner un truc qu'on peut avoir assez vite chez un agent pour voir si c'est un bon agent ou un mauvais, un petit tips, il y aurait quoi selon toi? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut le questionner déjà. Il faut lui demander ce qu'il a fait dans les 6 derniers mois comme vente et de le questionner sur ses ventes. Comment vous avez fait, vous avez eu combien d'acquéreurs, combien d'offres, et la négo, machin. Je pense qu'il faut le questionner aussi sur pourquoi est-ce que vous êtes le bon agent pour vendre mon bien. Tu vois, expliquez-moi. Ouais, Vous... comme s'il essayait un peu de te le vendre, c'est ça que tu veux Ouais, dire? par exemple. Tu le mets en situation, tu dis vends-moi mon bien. Ouais, tu peux faire ça. Nous, on fait ça dans les entretiens de sélection pour rentrer dans le réseau Liberkeys. Il y a une mise en simulation tu vois, et ça, c'est intéressant. Et puis, il faut quand même que l'agent soit capable d'expliquer pourquoi il est meilleur que l'agent qui est passé avant et l'agent qui est passé après. C'est un copain, Vincent, qui m'avait dit un jour, il m'avait dit, mais de toute façon, quand tu es agent, tu passes toujours après un autre agent et avant un autre agent. Et la question, c'est est-ce que tu es meilleur que les autres? C'est pas est-ce que tu as fait bonne impression. C'est est-ce que tu es meilleur que les deux autres qui sont passés avant après. Et donc, au particulier aussi de questionner l'agent là-dessus. Et puis enfin, le questionner sur la stratégie commerciale qui va être en place pour le bien. Souvent aussi, je sais que les agences se revendiquent beaucoup pour essayer un petit peu de te pitcher et de convaincre sur une expertise locale. Et c'est vrai que la plupart des agences, bah, souvent, elles connaissent assez bien leur secteur, Ouais. un peu moins sur des secteurs plus étendus. Mais du coup, comment, selon toi aussi, la tech aujourd'hui, elle peut renforcer soit cet ancrage local, soit l'éroder? Je pense que quand on regarde les 2 dernières décennies, en gros, les années 2000, on fait du software, du logiciel pour digitaliser le papier. Et les années ouais, jusqu'en 2010-15. Et après 2015, surtout après 2020, on fait du logiciel pour augmenter la performance. C'est-à-dire qu'on considère que tout est digitalisé et maintenant on est plus dans une phase d'optimisation de la performance. Et du coup, tu vois, Dome, pour en reparler, donc la deuxième boîte qu'on a montée, qui est une boîte de logiciels à destination des pros de l'IMO,
on s'est, nous, monté un peu en opposition aux logiciels métiers qui ont été créés dans les années 2000 et 2010, qui ont fait un très bon boulot pour digitaliser le papier, mais qui aujourd'hui sont un peu en retard sur la qualité d'un logiciel qu'on peut attendre aujourd'hui, et notamment pour augmenter l'efficacité commerciale d'un agent ou d'une équipe d'agents. Et donc je pense que la première chose que doit apporter un logiciel métier, un CRM qui va équiper l'ensemble de ton agence, c'est de permettre à ton agent de passer un max de temps avec le client. Et du coup, de l'augmenter, d'optimiser tout son opérationnel, de supprimer tout ce qui est chronophage et à non-valeur ajoutée, et d'optimiser tout ce qui est à valeur ajoutée, et surtout de lui faire passer un max de temps sur le terrain. Et nous, on prend souvent cet exemple-là de un agent, c'est comme un avion. S'il est sur le tarmac, donc au bureau, il ne rapporte rien, on peut. Par contre, s'il est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est en train de créer des opportunités, qu'il rencontre des gens, il fait rencontrer l'offre et la demande, parce qu'elle se fait sur le terrain, cette rencontre, et du coup, il rapporte de l'argent. Donc, il faut qu'il soit équipé aussi sur le terrain. Donc, il faut que le logiciel soit 100% mobile et desktop, donc qu'il y ait une parité fonctionnelle totale entre les deux environnements, et que ces fonctionnalités qui sont dans le mobile, c'est très dur à faire, il faut qu'elles soient CRM by design. Il faut que ce soit créé en mode CRM de base, et ce n'est pas un CRM qu'on ajoute sur un logiciel IMO, c'est du logiciel IMO qu'on ajoute sur un CRM. Et donc ça permet à l'agent, aussi sur le terrain, de pouvoir signer un mandat en 2 minutes face à son client, en R1, de faire un rapprochement dans le métro ou dans sa voiture hyper facilement et d'appeler en 2 clics un potentiel hacker pour un bien que tu vas estimer en R1, d'envoyer une offre électronique en sortant d'une visite, de faire des comptes rendus. Enfin voilà, ça doit te permettre de faire ça. Donc déjà, réponse longue un petit peu, mais il faut amener l'agent immobilier davantage sur le terrain. Donc le logiciel doit permettre du coup d'augmenter ça, donc l'ancrage local. Et puis après, il y a plein d'autres éléments qui te permettent de le faire. Si tu utilises de la tech, tu as de la donnée. Et si ton agent il utilise son logiciel immobilier parce qu'il l'aime, du coup il va prendre des actions dedans, donc ça va générer de la donnée. Cette donnée-là, elle va te permettre de mieux comprendre l'environnement dans lequel tu es et de mieux d'ajuster ton discours commercial. Par exemple, Dome te permet de comprendre le ROI sur chaque vente par rapport à chaque portail immobilier où tu diffuses ton bien. Parce que les leads acquéreurs et les demandes de visite vont être automatiquement générés dans Dome et on va du coup suivre cet acquéreur-là jusqu'à son offre sur un bien en question. Du coup, tu es capable de dire, bon, bah, ce loger me coûte X euros pour vendre un bien, le bon coin Y, et bien ici Z. Bon, bah, en fait, il faut que je réduise mon budget. Allez, il faut que je réduise un peu mon budget le bon coin à Paris et que j'augmente un peu mon budget ce loger. Ok. Et globalement, du coup, dans tes discours commerciaux ou dans tes plaquettes et tes supports, tu peux apporter cette donnée. Tu peux essayer de rationaliser le coût de ton service que tu apportes à ton particulier, en disant voilà ce que ça me coûte de faire la diffusion, les photos et le marketing de votre annonce sur les portails. D'ailleurs, on a accentué récemment ce loger parce qu'on vend mieux sur ce loger. Est-ce que vos autres agents que vous avez vus sont capables de vous donner ces données-là? Nous, on comprend le business. Et donc, la techno te permet de t'ancrer davantage sur ton territoire et de montrer que tu es meilleur que l'agent qui est passé avant ou après. Tu vois. Donc, il y a plein d'éléments comme ça, et sans parler du marketing, bien entendu. Dome, du coup, tu l'as créé parce que tu avais un besoin en interne, parce que les outils du marché, on va dire, ne répondaient pas à ton besoin pour, comme tu disais, avoir ton agent plutôt sur le terrain et qui crée de la valeur ajoutée à l'entreprise plutôt que, on va dire, patauger un petit peu sur les CRM existants. Du coup, bah, concrètement, comment ça s'est passé un petit peu, ce cheminement dans ta tête? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des gros acteurs, surtout côté tech, etc., des HubSpot, des Salesforce, etc. Le retour, le son de cloche, c'est que ce pas des logiciels forcément adaptés à l'immobilier. Donc toi, comment tu l'as vécu? D'où est arrivé ce cheminement de la création de Dome? Et qu'est-ce que ça apporte en plus chez Liberkeys? Tu vois, là récemment, il y a un super entrepreneur qui a monté une super boîte en IMO. Ils ont une vingtaine d'agents, ils ont une très très forte croissance, très très gros CA par agent à Paris, et belle marque en plus et tout. Ça va vite, très bonnes opérations. Et du coup, on le signe, il rejoint Dome, là, on est en train de l'onboarder. Et donc, il avait plein de logiciels, vraiment une suite complète, notamment Pipedrive, un logiciel immobilier que je ne citerai pas, qui est un concurrent de Dome. Et il y avait vraiment toute une suite complète. Et il faisait des Zapier et des connexions entre logiciels parce qu'il voulait pouvoir mapper toutes ses opérations avec ça. Et il résilie tout et il vient chez Dome. Tu vois?
et dit, mais en fait, ok, c'est la réponse que je voulais. Je veux un CRM by design, 100% mobile, et avec toutes les fonctionnalités IMO, signature de mandat, diffusion, machin, tout ce que tu veux. Là, on va bientôt avoir la visite, pardon, les photos retouchées automatiquement dans Dome. Tu prends une photo avec Dome, paf, tu sors du bien, tu le diffuses, la photo est retouchée, ou tu as un home staging virtuel directement. Tu vois, donc tu crées vraiment ce système. Et il a dit, bah, ok, je vais résilier parce que du coup, j'ai trouvé une réponse. Donc, et nous, en 2018, on est exactement là. C'est-à-dire quand on se lance, on se dit, ok, on prend HubSpot, on prend Salesforce, tu vois, on venait de la tech, on s'est dit, bah, on a besoin d'avoir un logiciel hyper performant pour encaisser la stratégie de croissance qu'on vise. Et donc, on ne trouve rien de satisfaisant et on décide de lancer notre propre outil. Et en 2020, ça coûte cher, on se dit qu'on a trouvé vraiment quelque chose de bien. Et par rapport à la mission de départ qui était d'apporter un standard sur le marché de l'immobilier, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on garderait le software pour nous. On aura une boîte B2C, Liberkeys, qui va faire très bien le boulot et va être un peu un exemple de comment est-ce qu'on peut faire de l'immobilier et réaliser une bonne transaction. Mais par contre, on peut ouvrir notre techno à tout le monde pour qu'eux aussi nous rejoignent dans ce mouvement et s'équipent, optimisent leurs coûts pour proposer une meilleure expérience à leurs clients. Et donc du coup, on a décidé à ce moment-là de développer Dome et de l'ouvrir en SaaS à l'ensemble du marché. Moi, j'avais vu que tu avais des fonctionnalités comme un GPT sur Dome. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça aide un agent dans ses interactions avec ses clients? Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Qu'est-ce que ça simplifie? En fait, tu vois, déjà, l'autre raison pour laquelle on a lancé Dome, et je pense que c'est un vrai sujet pour les agences immobilières, je pense qu'il faut qu'elle l'ait en tête, c'est si un logiciel immobilier ne va pas changer la performance complète d'un agent, elle va quand même l'augmenter. Tu as des marges de progression qui sont différentes selon les agents aussi. Celui qui est très désorganisé, avoir un CRM, ça va lui faire vraiment exploser son chiffre d'affaires. Celui qui est très discipliné, mais qui a des difficultés sur le discours commercial en live avec une personne, bon, bah, utiliser un CRM, ça va augmenter un peu, mais pas tant que ça, parce que son vrai sujet, c'est la compétence tu vois, dans le speech. Donc, il faut savoir pourquoi on prend un logiciel. Mais toujours est-il que pour une agence immobilière, son chiffre d'affaires est directement lié à, un, la performance de son ou ses agents, et deux, le nombre d'agents qu'il va avoir. Et donc, ton sujet, une fois que tu as augmenté la perte de tes agents, c'est de les retenir, d'attirer des nouveaux, ou de les onboarder rapidement quand ils arrivent chez toi. Et un logiciel doit servir l'onboarding. Ça doit être un outil, surtout pour les reconversions, qui doit permettre à un enfant de 15 ans de vendre un logement. C'est-à-dire que le logiciel, il doit nous permettre de comprendre comment se passe une transaction. Il doit être fait pour comprendre comment se passe une transaction. Et donc au-dessus, tu fais de la formation pour que la personne comprenne pourquoi il clique sur un bouton aussi. Mais c'est important que l'onboarding soit facilité et pas desservi par le logiciel. Deuxièmement, c'est important qu'une fois qu'il est onboardé, il y ait de la rétention. C'est-à-dire que le logiciel ne bug pas, il n'en est pas marre d'utiliser son logiciel. Concrètement, il va beaucoup plus voir son logiciel tous les jours que ses collègues ou que son manager. Donc le logiciel est quasiment aussi important que le manager dans l'immobilier. Sachant qu'on quitte une entreprise la plupart du temps pour son manager, et ben en immobilier, le truc qu'on voit le plus, c'est le logiciel. Il faut aussi se poser la question de comment je vais retenir mes agents et comment je vais les rendre heureux. Et ensuite, tu vois, on a plus de 95% de satisfaction des utilisateurs Dome sur Dome. C'est énorme. On a un NPS de ouf. Mais du coup, ça fait que les gens parlent du logiciel, s'échangent et se le recommandent. Et ça, c'est important parce que quand tu es agent, ben, tu vas sur le terrain, tu vas dire à un autre agent, mais viens chez nous, on a un super logiciel. C'est hyper important pour une agence de recruter comme ça. Voilà. Et puis ensuite, donc la rétention, l'onboarding et l'attractivité. C'est trois choses qui sont importantes et le logiciel doit permettre de croître. Et c'est une des raisons pour lesquelles on avait aussi monté un logiciel pour générer de la croissance. Et du coup, sur ta brique IA, concrètement? Ouais, et donc sur la brique IA, on a déjà ChatGPT dans l'outil. D'accord. Donc par exemple, tu vas rentrer de la donnée par rapport à un bien que tu as estimé. Puis à un moment donné, tu vas être prêt à rédiger l'annonce, tu vas juste cliquer sur un bouton et l'annonce va être automatiquement générée par ChatGPT, donc 4. Donc c'est quand même plus quali que le 3.5 qu'il y avait avant. C'est assez quali, ça fait une belle annonce. Ça va comprendre aussi l'annonce en fonction de la localisation de la taille. 18 mètres carrés de Paris 18, il va te la tourner en mode investisseur, parfait pour les étudiants, studio, investisseurs, machin, etc. Et si c'est une maison à Tours, tu vois, dans la banlieue, il va plutôt te le mettre en mode familial, etc. Et puis, ça m'a étonné récemment,
Je faisais une démo, je mets juste l'adresse d'un bien et une surface et je clique et ça fait la description. Et en fait, ça me met exposé sud-ouest. Je me dis, mais attends, c'est marrant, j'ai pas mis d'exposition. Et en fait, ça a compris, en fonction de l'adresse et du numéro de la rue, que c'était exposé sud-ouest et pas autre chose. Et donc, ça agrémente, ça ajoute de la donnée. Typiquement, ça va te mettre la distance avec le métro, le plus proche. Donc, tu n'as pas à réfléchir et tu n'as pas à mettre les distances. Ça te le met automatiquement. Et puis ensuite, toutes les données légales vont aussi être mises par Dome. Donc, quand tu es un patron d'agence et que tu as beaucoup d'agents, tu es sécurisé par rapport à tes obligations réglementaires. Donc, Ok. tu vois, c'est génial. Et est-ce que tu dirais du coup que là aujourd'hui c'est accessible à tout type d'agence ou est-ce qu'il y a une courbe d'apprentissage, quelque chose de plus particulier qui freinerait? Faut pas oublier qu'on est sur un secteur où la tech a mis du mal à rentrer. Elle est toujours pas vraiment installée. J'ai un copain qui a fait une formation IA auprès d'agents et les agents lui ont dit ah c'est trop bien, c'est toi qui as monté ce truc-là et c'était ChatGPT, tu vois. Donc tu vois, ouais, mais ils sont plus loin de ça, donc Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est à nous d'éduquer, d'évangéliser notre marché sur ces sujets-là. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça le devient de plus en plus. Je pense que, je pense que le vrai sujet de l'IA, c'est de s'intégrer dans des interfaces, notamment sur des secteurs comme l'IMO, pour que ce soit plus utilisé. Et notamment parce que c'est tellement pluridisciplinaire l'IMO et tu parles avec tellement de gens que tu as souvent de la double saisie où tu vas aller demander à ChatGPT un truc que tu vas ensuite devoir mettre dans des emails ou dans ton outil. Et du coup, c'est un peu chronophage et puis il y a un peu de friction. Par contre, quand on le met dans le parcours, on s'aperçoit que du coup, c'est extrêmement utilisé, Mm. c'est extrêmement apprécié, il y a beaucoup plus de valeur. Donc je pense que le vrai sujet de l'IA, ça va être de rentrer dans les interfaces. D'ailleurs, ChatGPT ça existait un peu avant ce que faisait ChatGPT, mais c'est un choc de l'ergonomie, de la croissance de ChatGPT. C'est parce que désormais, tu peux chatter avec le bot, mais avant, ce n'était pas le cas. Et donc, je pense que le next step, c'est de l'implémenter dans les interfaces et des logiciels métiers, peu importe le secteur. Et là, on va avoir un nouveau choc d'utilisation de l'IA. Tu as encore des agents aujourd'hui qui bossent à l'ancienne. J'en ai croisé hein, qui me disent moi mon métier se passe très bien, j'ai pas besoin de vos outils, j'ai pas besoin de votre tech, tout fonctionne très bien chez moi. Et bon, je lui dis bah tant mieux. Euh, Ça sert à rien de prêcher quand il me sort son carnet papier et qu'il me dit je note tout là-dedans. Oui, en effet, là, c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous. Mais je suis aligné aussi sur le fait que tu as de plus en plus d'IA dans les logiciels métiers, hein. Moi, j'exploite beaucoup, par exemple, PayFit, Mm. qui n'a rien à voir avec notre secteur d'activité. Et ils ont lancé un peu leur copilote en interne. Bah, avant, tu avais, voilà, j'ai fait des RH pendant quelques années, etc. Mais il y a des moments, des choses, des sujets, tu les connais pas. Ouais, c'est vrai. Et tu lui poses la question, et le truc incroyable, il te sort les screenshots de tout ce que tu dois faire, où tu dois cliquer, et il t'explique paramètre par paramètre qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, c'est Et génial. écoute, c'est génial. J'ai Ouais. arrêté d'appeler le support, Ouais. tout simplement. Et eux, ils ont réduit aussi leur coût support, je pense. Ouais, clairement. Et donc moi, je vois bien, tu vois, les agents un petit peu qui, bah, en fait, sont ton meilleur assistant pour utiliser un logiciel qui parfois peut être compliqué, hein. Mm. Parfois, bah, tu as des gens qui vont mettre du temps à apprendre certaines choses et qui ont des fonctionnalités métiers très spécifiques. Et parfois, tu débarques, hein, Ouais. bah, tu peux devenir un petit peu demain agent immobilier comme ça, pas forcément tout connaître. Et c'est vrai que là, l'IA, bah, elle peut pas mal t'aider à rentrer dans le bain et à monter, tu vois. Complètement. Pour plusieurs raisons, tu vois, mais le particulier, il voit pas la tech. Lui, il parle à son agent. L'agent, il vient, il a déjà préparé ce qu'il lui donne. Et souvent, c'est un deck PowerPoint ou c'est tu vois, un six-pager qui explique l'estimation du bien. Et donc, il n'a pas besoin d'avoir de la tech. Il passera juste plus de temps en interne à gérer l'ensemble des actions qu'il doit entreprendre pour préparer son entretien et son meeting avec le particulier. Donc, il n'a pas vraiment besoin de tech. Mais par contre, c'est sûr que euh, entre l'expert comptable papier et l'expert comptable Excel, il y a quand même une diff de perf. Et du coup, il y a une diff de marge. Et à un moment donné, c'est plus tenable d'avoir une mauvaise marge. Donc, l'expert comptable papier est mort. Mais c'est pareil pour l'immobilier. Dans 5 ans, ceux qui n'ont pas pris le train en marche, bah, ils auront plus de difficultés que les autres. Donc, à un moment donné, il y a un remplacement quand même de ceux qui ont une recherche de la performance et qui l'appliquent. Selon toi, du coup, un agent IMO, aujourd'hui, s'il arrive, quelles compétences il devrait développer pour tirer pleinement parti de tech comme l'IA? Pour l'IA. Parce que la première compétence, c'est compétence IMO. Comprendre l'IMO, savoir ce que c'est qu'une vente immobilière,
et développer des skills commerciales. Ça, c'est vraiment genre le b.a.-ba. S'il n'a pas ça, il ne faut pas penser à l'IA. Par contre, l'IA, je pense que la meilleure manière de développer ses compétences par rapport à l'IA, c'est justement de l'utiliser et d'échouer, de faire plein de trucs. Donc soit il peut faire des formations pour gagner du temps, soit il peut le faire lui-même et tester et il comprendra. Tu vois, j'ai une maison de famille là, qui a été mise en vente récemment euh, à Saint-Maur, c'est une Meulière et tout. Et moi, je ne connais pas du tout ce quartier. Et je regardais, je voulais aider, tu vois, ma famille à comprendre, machin. Et donc, j'ai juste pris les diagnostics, je les ai mis dans le chat GPT et je lui ai dit, vas-y, est-ce que tu peux me donner les 3 points forts qui vont augmenter le prix et les 3 points faibles qui vont diminuer le prix. Et puis ensuite, j'ai été prendre un peu de données ici et là et j'avais déjà un bot que j'avais créé pour faire des notes d'analyse en investissement. Et du coup, j'ai mis tout ce qu'il m'a donné dans ce bot pour faire des notes d'analyse et il m'a sorti en gros le, le prix, le script commercial et comment positionner le bien pour obtenir le max de résultats. Bah, ça mâche énormément de boulot parce que tu n'as pas à faire la réflexion. Donc, tu as beaucoup d'agents qui vont te dire ah, quelle horreur cette vision du métier, etc. Et, du coup, tu n'as plus besoin de connaître le marché. Tu sers à quoi à la fin? En fait, les agents qui te disent ça, c'est ceux, à mon sens, hein, qui apportent pas assez de valeur ajoutée comparé en fait à ce que fait l'IA. Et donc forcément, ce type de personne, pour moi, bah, elle se sent menacée en fait. Elle se dit, bah, demain, l'IA va faire mon travail parce que je fais pas plus qu'elle, je fais pas mieux. Et c'est là où je te rejoins sur le fait d'avoir une connaissance de l'humain, etc. Et c'est ça que l'IA aujourd'hui peut pas Exactement. faire. En fait, c'est complémentaire. Je reprends l'exemple parce que ça parle à tout le monde du médecin. C'est débile, tu vois, et ça n'a rien à voir. Un médecin sauve des vies, nous on ne sauve pas des vies. Mais le médecin, quand il faut qu'il pose un diagnostic, il va souvent voir, il va ouvrir un bouquin. Là, maintenant, il a l'IA, il l'utilise beaucoup. D'ailleurs, le fondateur de Doctolib en parlait pas mal dans un podcast récemment où ils intègrent beaucoup l'IA et c'est une des grosses parts de leur développement. C'est le logiciel pour le médecin, pour lui permettre, euh, en entendant la conversation avec son patient, de lui proposer des diagnostics et des réponses. Et en fait, ça ne le remplace pas, c'est juste complémentaire. Le sachant, l'expert et l'humain restera en place au centre, en tout cas pendant encore quelques années, normalement j'espère. Et ça va être une complémentarité qui lui permettrait d'être encore plus pertinent et d'apporter une réponse encore plus structurée. Et donc, quand tu as structuré cette réponse avec ChatGPT, il te donne un avis, et toi après tu peux réfléchir. Tu te dis ok, et là tu challenges ton assistant qui t'a donné le prix, tu lui dis attends, je vais réfléchir, en fait je suis pas d'accord, je pense que tu as mal positionné cet élément positif, il vaut plus que ce que tu l'as mis. Je vais regarder aussi les comparables du marché, qu'est-ce qui est en vente actuellement sur les portails immobiliers. Je vais potentiellement contacter les acquéreurs que j'ai pour savoir où ils en sont sur cette zone-là et voir si le marché est toujours aussi attractif. Tu vois, et donc tu vas compléter et tu auras gagné du temps et du coup tu vas plus bosser. De toute façon, ton temps n'est pas extensible par transaction si tu veux être rentable. Donc si tu bosses que 5 heures pour rendre un rapport d'estimation, je dis n'importe quoi, et tu bosses toujours 5 heures avec de l'IA, tu auras juste plus de valeur. Et toi, tu as commencé à utiliser les modèles quand ils sont sortis, je veux dire le premier version de ChatGPT, le premier Mistral, Ouais. etc. Et tu as fait quoi un petit peu au début quand c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as bidouillé? Rien. Au début, franchement, je lui demandais comment je m'appelais. Ah ouais, la réponse est trop forte. Et je lui posais des questions. J'avais demandé à ChatGPT un jour de me écrire un poème. J'étais avec des potes et mon grand-père et on voulait lui montrer la force de ChatGPT, qui a 95 ans, tu vois, c'est un âge assez avancé, on va dire, pour être respectueux. Mais il a toute sa tête et c'est un mec brillant. Et du coup, il dirigeait une BE d'une boîte et qui s'appelait Cibier, qui faisait des projections de voitures, des projections automobiles dans les années 60-70, qui avait été racheté par Valeo. Et je lui avais dit, fais-moi un poème à la Victor Hugo qui raconte ce qu'est cette entreprise. Et donc, il m'a fait un truc magnifique. Et il était choqué. Il a dit, ah ouais, ok, super. Et comment tu l'utilises dans l'IMO? Ça, c'était sa première réponse. Donc, je pense qu'au début, tu fais des choses un peu bêtes, puis tu te rends compte que tu as des cas d'usage. Tu testes les cas d'usage, tu les optimises. Et du coup, je présume que tu continues toujours à utiliser aujourd'hui. Oui, Et tu as déjà fait un peu l'expérience de lui demander ce qu'il savait sur toi? ouais. Et alors, tu as été un peu. Bah, faut que je le nettoie, je pense. Parce il dit pas mal de bêtises et ouais, faut que je nettoie. Ok, fais l'expérience un jour, je sais pas si tu l'as testé, de lui demander de t'écrire un roast sur toi.
C'est assez marrant. Intéressant. Il te clash un petit peu, Et il toi, te rentre dedans. Moi, je l'ai testé. il t'a dit quoi? Ah, ça, je te C'est montrerai. secret. Et du coup, donc, l'IA dans l'immobilier, ça fait beaucoup jaser. Mais selon toi, est-ce que c'est en train de remplacer euh, certaines fonctions humaines dans les agences? Donc, on en a déjà un petit peu parlé sur les agents qui n'apportaient pas plus de choses, mais est-ce que tu vois un peu plus de choses que ça remplace? Qu'est-ce que tu dirais demain à quelqu'un qui te dit, ouais, ça va remplacer mon boulot, j'en veux pas? Je pense que tu as déjà entendu ce discours, hein. Déjà, il y a un stress quand même assez fort. Même moi, je suis un peu stressé parfois sur ces sujets d'IA. Tu vois qu'aux US, le nombre de boîtes créées commence à chuter. Il y a une peur ouais, mais ok, je vais faire un projet, dans 6 mois, en fait, ce sera obsolète parce que l'IA le fera. Il y a quand même un stress complet parce que là, tu n'es pas en train de remplacer le cheval par la voiture ou l'expert comptable papier par l'expert comptable Excel. Donc tu remplaces, c'est plus l'humain qui va devenir obsolète qu'autre chose. Donc il y a quand même ce stress autour de ça. Je pense qu'il faut cool down un peu, il faut dédramatiser tout ça. Il faut aussi partir du principe que si ton métier va être touché, peu importe du secteur, bah, globalement il ne faut pas s'acharner. C'est-à-dire qu'il faut quand même se poser la question de la reconversion et potentiellement voilà, plutôt défensif et faire autre chose, parce que le train, il va passer. Enfin, si ton métier il est vraiment touché à terme, et on en connaît déjà quelques-uns, il faut changer de métier, tu vois. Il faut se réinventer maintenant et pas attendre que ce soit trop tard et d'être vraiment en difficulté. Ensuite, si on parle vraiment spécifiquement de l'agent immobilier ou de l'agence immobilière ou du réseau, ce qu'il faut regarder, c'est la manière dont l'équipe est construite. Tu vois. La plupart du temps, c'est un dirigeant avec une assistante commerciale ou de direction et 4, 5, 10 agents sur le terrain qui vont faire de la transaction. Et tu as une activité généralement de gestion locative où tu as un ou deux gestionnaires locatifs pour 300 lots, 300 à 600 lots. Ça, c'est un peu l'agence typique. Bon, bah, là, il n'y a personne qui va être remplacé, hein. C'est-à-dire que globalement, tout le monde va être optimisé. L'assistante, elle ira beaucoup plus vite, elle pourra faire d'autres choses. Donc, tu vas quand même l'utiliser pour apporter de la valeur à l'ensemble de l'équipe. Les agents immobiliers vont, on le disait plus tard, ils vont toujours passer 5 heures sur, je dis n'importe quoi encore, un peu moins parfois, mais sur un rendu d'estimation. Mais ils vont être plus quali, ils vont du coup apporter plus de valeur. C'est le particulier qui va gagner, hein. Et sur la gestion locative, je pense que ça va apporter beaucoup d'air au gestionnaire qui va pouvoir, parce que ça, je pense que l'IA dans le Customer Success va apporter beaucoup de valeur. Et donc le gestionnaire, lui, il va redescendre en pression. Il y a beaucoup de choses qui seront faites automatiquement et il va pouvoir gérer beaucoup plus de lots. Et donc du coup, il va peut-être même augmenter son salaire et son variable parce que ce sera plus rentable pour l'agence. Donc je pense que c'est plutôt positif pour ce type d'agence. Après, les grosses boîtes où il y a des supports, il y a comment dire, il y a des call centers où il y a des téléconseillers ou toutes ces choses-là, potentiellement, soit l'entreprise elle va se dire bah, je veux faire plus de revenus, donc je vais optimiser mon staff, mais il va rester à l'identique en termes de masse salariale et on va aller chercher plus de revenus. Et tu as ceux qui vont dire bon bah voilà, je veux gagner 50% de masse salariale pour le même revenu, donc je vais essayer d'optimiser par l'IA et je vais garder moins de monde pour faire autant de valeur. Et du coup, si on regarde vers l'avenir, tu dirais que l'IA va continuer à évoluer un petit peu comment dans l'immobilier? Et quels domaines sont encore sous-exploités selon toi là-dessus? Je pense que l'IA va forcément continuer de se développer. Comme je te le disais, je crois vraiment que le sujet des agents immobiliers, c'est d'avoir une interface simple où tu peux tout faire. Tu vois, et ils font déjà assez de choses comme ça, et c'est un métier assez compliqué, euh, très pluridisciplinaire, où ils ont déjà trop de logiciels avec trop d'interfaces différentes, et le niveau des interfaces est quand même pas hyper, pas incroyable. Donc du coup, il faut apprendre 3, 4, 5 interfaces, pas hyper ergonomiques, souvent pas mobiles, enfin tu vois. Donc déjà, il y a une certaine lourdeur sur l'interface. Donc je comprends qu'ils aillent tous directement dans le chat GPT plutôt que d'aller dans leur interface. Je pense qu'à un moment donné, par contre, il va falloir améliorer le niveau d'interface, que l'agent immobilier utilise plus le logiciel où il va vraiment pouvoir prendre toutes ses actions et dans lequel on va injecter de l'IA. Ça va être déjà un des gros changements majeurs dans les 2, 3 prochaines années. Et toi, justement, tu côtoies beaucoup d'agences traditionnelles. Selon toi, du coup, c'est quoi leur principale force face à cette révolution? J'en côtoie plus qu'avant parce que du coup, j'ai lâché mes fonctions opérationnelles dans l'Iberkeyz.
qui ont été reprises par Maël, qui est arrivé il y a 2 ans. Donc ça, c'est pour moi juste une. Enfin, j'ai gardé la présidence, mais je suis plus loin que j'étais aujourd'hui. Maintenant, moi, mon rôle, c'est plus de parler au réseau et de parler aux mandataires de Liberkeys, que j'affectionne particulièrement parce que on partage la même vision et le même projet, le même ADN sur l'immobilier. Pour moi, c'est devenu que du kiff et j'ai plus de fonction opérationnelle, donc j'ai plus de friction. Et du coup, je me suis mis vraiment à fond sur Dome pour évangéliser le marché sur ce qu'on fait et pour justement équiper un max d'acteurs, donc d'agences ou de réseaux. Ça marche très bien et du coup, je rencontre beaucoup. Ils sont plutôt optimistes, je trouve. Enfin, ils le sont beaucoup plus qu'ils l'étaient fin 2023, début 2024. Je pense que le plus dur est passé. Je pense que ceux à qui je parle sont ceux qui sont restés en vie, donc sont ceux qui étaient vraiment dans la surperformance et qui étaient déjà très performants. Je pense qu'il en reste. Et puis, il y a quand même une vision positive aujourd'hui avec les taux qui baissent. On se dit que 2025, bon, ça va repartir assez calmement, mais 2026, ça va être sympa. Et donc, le plus dur est passé. Et on est au fond de la Ouais, piscine. d'ailleurs, tu as suivi sur les taux potentiellement en Europe. Moi, je suis pas mal ça de par mes invests, etc. Mais potentiellement en Europe, on va pas suivre la même direction que la Fed, Mm. du coup, qui a annoncé hier sa baisse. Et nous, a priori, et donc la Fed, grosso modo, on a une reprise de l'inflation et ils sont un peu avec trop d'emplois aux US, c'est ce qui est drôle. Là, ils se battent contre le phénomène inverse du chômage actuellement. Ouais. Et du coup, a priori, il est possible que bah, ils baissent pas les taux à leur prochain cycle, voire qu'ils les remontent. Ouais. Alors qu'en Europe, bah, les chiffres sont complètement inversés et que nous, on pourrait venir baisser. Donc, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement une opportunité sur le marché européen d'aller chercher de la dette à moindre coût. Par contre, si je pousse un peu plus la chose de manière très très basique, ça veut dire qu'aussi l'euro va être moins sexy. Bah, en fait, je crois que c'est une des premières fois où on a un cycle inversé avec les US. Ouais, Et en effet, je pense que c'est plutôt mauvais. Alors on se dit, ouais, les taux baissent, c'est cool, mais en fait, je pense qu'ils baissent parce qu'on a trop de chômage et que du coup, il faut qu'on relance l'économie parce qu'elle va pas bien. Et l'inflation étant derrière nous, parce que les gens de toute façon consomment plus et épargnent. Je sais pas si c'est pas que la hausse des taux qui a fait que, tu vois, on a une baisse de l'inflation. Là, je pense qu'en effet, on baisse les taux aux US. Chômage, ils connaissent pas ou plus. Et puis eux, quand ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas 7%. Ils ont vraiment moins. Et ensuite, ils ont une inflation parce que les gens continuent de consommer parce qu'ils gagnent plus. Et tu le vois au niveau de PIB qui est 2 fois plus élevé que celui de la France par habitant aux US, alors qu'on avait le même il y a 30 ans. Donc je pense qu'en effet, on est un peu dans une mauvaise passe parce que du coup, ça va dévaluer davantage notre monnaie, ce qui fait qu'on va avoir encore plus de mal à peser sur l'économie mondiale. Et ils nous regardent, je ne sais plus qui disait ça, mais ils nous regardent vraiment comme un pays du Balkan, quoi, la France. Et bah, du coup, il va falloir qu'on arrive à se relever de tout ça, et je pense que ça va être un peu compliqué. Ouais. à Mm. voir l'année prochaine comment ça va se passer. Mais d'ailleurs, si on parle juste du marché immobilier, tu vois, sur les taux qui baissent, j'entends beaucoup de personnes dire le marché, ça va, il y a 780 000 transactions, c'est toujours plus que 600 000 à l'époque et tout, machin. Ok. Quand tu creuses vraiment le marché de l'immobilier, tu vois quand même qu'il y a une inflation du nombre de foyers en France et du nombre d'habitations résidence principale et voilà, du besoin d'habitation principale. Et donc le parc a augmenté. Donc euh, il y aura forcément de facto plus de transactions, ou alors les gens vendent moins qu'à l'époque, ce qui n'est pas le cas. Et quand tu regardes les taux, tu regardes en 2024, ils sont en effet à 3,5% là, vers la fin de l'année. Dans les années 2000, ils sont à près des 6%, 5,5-6%. Et tu te dis, bah, pourquoi on se plaint, tu vois, on a des taux un peu plus bas et on a 780 000 transactions. À l'époque, on en avait 600 000. Donc ça va. En fait, non. Quand tu regardes le pouvoir d'achat d'un primo-accédant en 2024 versus les années 2000, il a moins 28% de pouvoir d'achat qu'un Français en avait dans les années 2000. Pour autant, les taux sont 2 fois plus faibles aujourd'hui qu'il était à l'époque. Donc la dette coûte 2 fois moins cher. Il y a 2 raisons, j'y reviendrai à ça. Et ensuite, le taux de rotation du parc immobilier en vente, il est au plus bas. Il est quasiment aussi bas que je crois en 95 et en 65.
C'était deux moments très très bas. Donc on est à 2,5%. Or, la moyenne des 20 dernières années, c'est plutôt 3,5%. Donc, déjà, on vend moins de transactions qu'on devrait en vendre, toutes choses égales par ailleurs, avec les années 2000 où les taux étaient à 6%. Et en plus de ça, avec des taux 2 fois moins élevés, on arrive à avoir un pouvoir d'achat qui est de 30% inférieur à ce qu'il était dans les années 2000. Donc le marché, il ne va pas bien. Le marché, il ne va pas bien. Et deux raisons potentielles à ça. Un, c'est les prix, surévaluation des prix. Sauf que ça a déjà baissé et les vendeurs sont au taquet, ils ne vendent plus parce que les prix ont baissé. Donc tu te poses la question de savoir si tu as un problème structurel de marché. Et donc tu peux te demander s'il n'y a pas une bulle aussi qui n'éclate pas parce que c'est l'IMO et que les gens vont garder leurs prêts, ils s'en foutent et tant pis, ils ne vendront pas. Mais il y a eu une petite bulle qui n'éclate pas et qui va prendre du temps avant de retrouver, avant que les prix rejoignent la réalité. Peut-être que du coup, il n'y aura pas de vente et dans 5 ans, on va retrouver les ventes. Donc, c'est quand même des questions là-dessus à se poser sur la structuration du marché, les prix. J'ai appris aussi récemment qu'à l'époque, tu pouvais défiscaliser tes intérêts de tes emprunts. Donc, en fait, je pense que ça coûtait mécaniquement moins cher, parce que du coup, tu payais plus d'impôts quasiment en achetant. Donc, tu étais poussé vraiment à l'achat et ton coût de la dette était quasiment nul. Et d'ailleurs, il était nul dès la première année parce que tu étais défiscalisé chaque année jusqu'à ce que tu avais défiscalisé l'ensemble de tes coûts. Et puis, tu as l'offre et la demande. Est-ce que du coup, on a vraiment un déficit de biens dans certaines régions où il y a une tension et dans d'autres, on a trop de biens sur le marché. Et donc, je pense qu'on doit se poser des questions sur l'immobilier, qui est quand même une des locomotives de l'économie en France, à la fois dans le neuf et sur l'ancien, qui fait vivre les collectivités territoriales quand même, parce qu'il y a une taxation sur les émoluments de notaire et une taxation du coup, qui est assez forte sur les transactions immobilières. Et donc du coup, et puis c'est un secteur qui fait vivre plein de monde. Donc faut qu'on arrive quand même sur la partie économique immobilière à conclure des actions structurelles et systémiques sur les 5 à 10 prochaines années. Je rebondis aussi sur ce que tu disais sur l'époque où les taux étaient plus élevés, etc. Mais on pouvait être primo-accédant plus facilement aussi. C'est que lié au pouvoir d'achat, c'est qu'avant tu t'endettais sur 10 ans pour avoir ton bien en résidence principale. En fait, tu regardes dans le temps, tu t'endettes sur de plus en plus longtemps. Oui. Donc, même si les taux ils baissent, Complètement. je suis d'accord avec toi, mais in fine, à la fin, ce que tu as payé en intérêt, moi j'ai été choqué, un de mes potes a acheté récemment un bien IMO, il m'a montré 50% de ce qu'il paye, c'est des intérêts. Ouais, Et donc j'ai dit, non mais attends, là, c'est là où je te rejoins sur le fait de est-ce qu'on n'est pas dans une bulle. Et je vais même aller plus loin. Après, on a tous les deux une boîte dans l'IMO, mais est-ce que c'est limite pas un Ponzi? Parce que en fait, tu émets de la dette pour financer des biens, tu réémets de la dette pour construire, tes biens ils prennent à chaque fois et on s'attend à ce que. Il y a un moment, tout le monde se disait l'immobilier ça prend 10% par an. Et c'était quelque chose dans les mœurs. Mais en fait, c'était basé sur quoi? Et donc c'est vrai que moi j'ai longtemps eu un peu cette défiance sur le secteur IMO en me disant mais ça ne peut pas grimper jusqu'à la lune comme ça, il y a bien un moment où on va être complètement décorrélé. Et un jour, en fait, je me dis, dans 50 ans, tu fais quoi? Tu vas devoir emprunter et dire mes 3 prochaines générations, elles vont payer mon bien IMO. ouais. Et donc c'est là où je trouve que… Les arbres ne montent Tiens, pas jusqu'au ciel. c'est ça. Après, en effet, je crois que dans les années 2000, tu vas pouvoir ajouter un peu de données sur ce benchmark. La durée d'emprunt est de 15 ans, elle est de 25 aujourd'hui, voire 26. Tu vois, ils ont poussé le truc récemment. Et du coup, tu as en effet 10 ans de plus. Ouais. Mais c'est très cher. We'll see. We'll see. Mais en tout cas, bon, moi je pense que tu auras quand même des bonnes opportunités l'année prochaine. Il y a la conjoncture économique globale, on va réimprimer un peu plus. Les vendeurs vont être crispés, il y aura peut-être besoin un peu de liquidité sur le marché, etc. Il va y avoir un phénomène où des gens vont vouloir vendre, des gens auront de l'argent pour prendre. Ouais, mais en fait, je pense que je suis assez optimiste, moi. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire c'est la Bérésina et ça va le rester. Par contre, j'entends beaucoup de gens dire ouais, ça va revenir, ça va repartir. Ouais, on n'entend pas assez de discours réalistes basés sur la donnée et sur les études. Il y a beaucoup d'études qui sont faites par des organismes du gouvernement qui sont hyper intéressantes et qui prennent les chiffres et qui le posent. Et du coup, ce que je veux rapporter par contre, tu vois, dans ces échanges-là, c'est un peu plus de rationnel et de se dire, ok, voilà la situation actuelle,
Et voilà comment ça peut repartir et qu'est-ce qu'il faut regarder pour voir si ça repart. Et ça devrait repartir à tel moment. Ça permet quand même de projeter différemment tes confrères ou ton réseau. Et donc typiquement, moi j'invite les agents à avoir cette attitude réaliste et dire oui c'est la merde, et pas dire non mais ça va, ça ira mieux, vous inquiétez pas, machin. Oui c'est la merde. Par contre, on a touché le fond de la piscine parce que c'est peu probable qu'on aille à un taux de rotation inférieur à 2,5 du parc immobilier. Les gens ont besoin de vendre quand même de toute façon. Donc on n'ira pas aussi 100 000 d'avance, c'est impossible. Le stock minimum à vendre, il est plus élevé. Donc on a touché le fond de la piscine. Ça va durer encore, il faut retenir sa respiration au fond de l'eau, encore 6 mois et quelques, etc. Donc attention au projet et profitez-en pour vous former, travailler, augmenter votre stock de mandats et devenir meilleur que les autres agents immobiliers du secteur. C'est comme ça que vous allez gagner du CA en 2025, c'est en prenant les parts de marché. Et puis, par contre, 2026, soyez prêts parce que ça va repartir fort. Il y aura un déficit de transactions fort qui n'aura pas eu lieu sur toutes les transactions plaisir qui vont du coup se reporter sur 2026. Et donc là, il y a des vraies opportunités de croissance fortes. Donc, il faut être prêt à les saisir parce que là, ça va partir. Les taux seront plus bas, l'économie sera probablement un peu meilleure et ce déficit de transaction, on va le récupérer à un moment donné. Et du coup, le moment où vous êtes prêt à repartir à la conquête et vous pouvez travailler jour et nuit, 7 jours sur 7, c'est le moment où les prix commencent à augmenter. Parce que historiquement, les prix ont toujours augmenté un peu avant les volumes. Et donc, ça, c'est un discours réaliste qui, du coup, donne un cap clair, je pense, aux professionnels de l'immobilier. Du coup, pour se remettre un peu sur le sujet, on parlait un petit peu, grosso modo, des avantages du numérique, de l'IA pour les agences traditionnelles. Bah, à l'inverse, selon toi, c'est quoi leurs défis, les principaux défis sur les prochaines années pour s'adapter un petit peu à la tech, etc. Je reviens à mon truc, il faut de l'interface, il faut un outil hyper facile d'utilisation, très bonne ergonomie, tout compris dans l'outil. Donc il faut qu'il y ait un parcours sans couture et que dedans on ait toutes les fonctionnalités clés, mais également des fonctionnalités IA dedans, mais qui s'intègrent dans le parcours. Donc pour toi, les défis sont plutôt côté producteur de logiciels, etc., plutôt que chez les agences. Pourtant, on leur sert sur un plateau, et tout est prêt, et puis elles consomment. Je pense parce que en fait, on ne va pas changer la manière dont on vend un logement. Tu vois, c'est quelque chose de physique, mais c'est quelque chose où tu as besoin de sentir les choses. Et donc oui, il y a des innovations sur l'investissement locatif qui étaient bien nécessaires, où tu peux acheter des bonds, une part du bien sans le visiter. C'est vraiment très fin. Donc ils ont financiarisé l'investissement locatif, c'est très bien. Mais la RP ou la résidence secondaire, c'est pas financiarisé. Tu n'achètes pas ou peu pour le patrimoine. Et donc du coup, là, il faut que la personne se déplace. Donc il y aura toujours ce moment où tu vas prendre un mandat, tu vas chercher, donc tu vas prendre l'offre, tu vas chercher la demande, tu vas faire visiter à la demande et tu vas conclure une vente. Et donc ça ne va pas changer. Du coup, ça nous ramène sur le facteur humain, qui est souvent quand même central dans la transaction immobilière. Selon toi, à quel moment précis de la transaction, digitale ne pourra jamais remplacer l'humain? Je dirais la visite La visite pour de toi, l'acquéreur. du coup, ça m'amène un peu sur le prochain topic, les grosso modo tout ce qu'on s'est dit, tu vois, c'est pendant le Covid. On a eu pas mal de sujets autour de la réalité augmentée, des visites virtuelles. Ça a connu un essor, mais incroyable pendant la pandémie. En même temps, tu n'avais pas le droit de sortir de chez toi, donc c'est normal. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, même dans l'avenir, c'est encore utilisé déjà aujourd'hui? Est-ce que pour toi, c'est l'avenir ou c'était juste du gadget qui répondait à un problème, à un instant T, et puis derrière, on n'en a plus besoin? Non, je pense pas que ce soit un gadget. Je pense que c'est sous-utilisé aujourd'hui, malheureusement, en France. Dans d'autres pays comme les US, c'est surutilisé peut-être. Nous, on l'a utilisé dès le début et pour 100% des annonces tu vois, de Liberkeys. Et on le pousse avec Dome, on pousse des outils qui permettent justement d'améliorer facilement et à moindre coût le marketing de l'annonce que les utilisateurs de Dome vont faire. Donc, on pense que l'annonce et la photo ou la visite virtuelle sont des éléments très importants pour driver, conduire du trafic acquéreur sur ton bien. Voilà, donc ça et puis aussi pour rassurer ton vendeur, pour lui montrer que tu mets tout en place pour vendre son bien. C'est important de garder une bonne relation avec son vendeur.
ou de lui montrer que Ils sont sensibles à ça si Ouais. tu proposes de la visite virtuelle, etc. Ils aiment bien? Ouais, complètement. Oui, parce qu'ils se disent, je paye, donc j'ai, tu vois. Donc même Ouais. s'il n'est C'est pas pas... quelque chose qu'il aurait pu faire lui-même, c'est ça que tu veux dire. Et du coup, là, il voit vraiment un Ouais, service que tu lui rends, à l'instar de ce qu'on se disait au début, les agents IMO qui font pas plus que, on va dire, la base. ouais, Et où du coup, tu te dis, ouais, bah en fait, je paye pourquoi? ouais, exactement. Et donc je trouve que d'ailleurs, enfin, j'ai jamais vu un particulier faire une visite virtuelle de son bien, tu vois. Ouais, Coûte c'est vrai. 250 euros ou ouais, entre 150 et 250 euros. J'ai jamais vu un particulier faire ça. Je sais même pas si dans le parcours Le Bon Coin ou PAP, tu peux ajouter une visite virtuelle dans ton parcours. Idée de boîte, hein, si jamais quelqu'un nous écoute, vous pouvez vous lancer. Écoute, mais non, il faudra aller sur PAP parce je crois qu'il y a que des particuliers Ouais, ouais, ouais. et pas de visite virtuelle. Alors après, tu en as beaucoup qui disent oui, mais je préfère en mettre que 3 photos pour laisser penser que parce que le bien il est pas ouf à afficher. Ok, ça, il y a des biens quand même, ils sont vraiment galères et il faut amener la personne dans le bien pour arriver à un bon Ah, mais discours ça, commercial. c'est quand même Ça horrible. reste. Moi, j'ai fait parfois des visites. Ouais. Moi, tu te dis, c'est sympa, t'arrives, tu déchantes. Pourquoi tu m'as fait perdre une heure, ouais. Bah ouais, Mm. le truc, tu mets ton téléphone au sol, inclinaison de 5%. Je dis, il se passe quoi? Ouais, l'immeuble, nanana. Je dis, non, mais ça va Mais pas le pendant faire. 2 ans, il va pas s'écrouler. Donc bon, c'est le genre de truc où tu te dis, bon, je me serais bien passé de ça. Ouais, Ok. c'est vrai. Mais c'était marrant le Covid. Nous, je me rappelle, on avait une histoire, on avait une vente et problème de remise des clés pendant le Covid. Vraiment, on ne pouvait pas sortir. Et du coup, ils se sont remis les clés au rayon pâtes. C'est très marrant. Donc, l'acquéreur et le vendeur se sont donné rendez-vous au rayon pâtes, au Énorme. supermarché, machin. Ils se sont donné les clés là-bas, ils se sont rencontrés à ce moment-là. Donc, c'était assez cocasse. Ouais. Ouais. Et du coup, la réalité virtuelle avait permis voilà, de rassurer, de revoir le bien, de le revisiter. Je pense que c'est plus compliqué quand tu as un acquéreur, tu t'es Ouais. engagé. Bon, tu vas signer acte authentique, tu n'as même pas pu revisiter le bien, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Écoute, bah, merci Thomas pour ton temps, tes insights. On arrive déjà un peu à la fin de notre podcast. On a un petit peu débordé. Du coup, j'ai pour habitude à la fin de faire une petite série de questions rapides pour un peu mieux te connaître. Est-ce que c'est OK pour toi? Ça dépend des questions. Ton lieu préféré pour déconnecter? La mer, La je mer, dirais. pas montagne. T'es plutôt mer. Ouais, mer. Genre la Bretagne, j'aime beaucoup, mais ouais, partout où il y a la Il mer. fait froid en Bretagne. Il fait froid, ouais, mais c'est sympa. Quand tu me dis mer, je pense pas forcément à Bretagne, Non, mais mais tu vois, le Maroc, il y a des endroits comme ça qui sont super, où tu peux aller te ressourcer, c'est génial. une technologie ou une innovation qui te fascine? Ouais, l'IA, c'est exceptionnel. C'est une boîte noire, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu vois réellement la valeur qui en sort. Si tu devais réinventer un autre secteur que l'immobilier, lequel ce serait? Euh, c'est une très bonne question. Il y a 2 secteurs qui m'excitent un peu, entre guillemets. C'est le travel, le tourisme, et l'énergie renouvelable. Je pense que c'est 2 secteurs complètement différents, mais précis. Un conseil qui t'a marqué dans ta carrière? Un Anglais qui m'a dit un soir de déprime à Londres dans un bar, j'avais genre 20 ans. Il m'a dit Life is too short to drink cheap beers. Et là, le mec, il appelle le barman, il fait 2 beers, please. The most expensive ones. Et moi, je dis alright. Et donc, c'est resté un peu un dicton pour moi, pour me rappeler que les choses qui sont pas positives, il faut les régler, les mettre de côté parce que la vie, elle est vraiment courte. Le projet dont tu es le plus fier? Moi, je pense que ça reste. Ouais, c'est Liberkeys. Je pense que c'est quand même mon plus gros projet dans lequel j'ai mis le plus d'énergie. Mais j'en ai plein d'autres quand même. Un livre ou un film qui t'inspire? Un film qui m'a toujours beaucoup inspiré, qui est Into the Wild. Donc, j'ai adoré, j'adore la musique, j'adore ce film. Il m'a déclenché un truc. J'ai toujours aimé le voyage. Et en fait, à 18 ans, j'étais en Australie pendant 1 an. C'était très jeune, j'ai vécu petite galère et tout. Et ce film m'avait marqué parce que je trouvais que il y avait la recherche, une certaine abnégation, il y avait une rupture avec la société, ce qu'il aimait pas trop. Et le mec était assez fou dans ça. Ouais. Ta devise en une phrase? Est-ce que j'en ai une? Je sais pas, no pain, no gain.
Ça me va très bien. Et une série que tu adores? Ah, ah bah écoute, il y a une série que j'ai regardée récemment, donc je vais te dire celle-ci, Jackal. Je connais pas. Ah, incroyable. Ça J'ai- parle de quoi? C'est c'est un tueur à gages, version 2024, qui était dans l'armée britannique et qui s'est reconverti. Et j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais c'est génial, super série. Écoute, je regarderai. Bah écoute, merci. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Ravi de t'avoir eu, Thomas. On a exploré ensemble un petit peu comment la digitalisation et des outils comme Dome Immobilier redéfinissent le rôle des agences dans un marché qui se transforme et qui est en plein changement. J'espère que cette discussion vous a inspiré autant que moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur Thomas, Liberkeys ou Dome Immobilier, tous les liens seront disponibles en description. Thomas, merci et puis Merci à très Barry. vite.